J'ai le plaisir donc de vous présenter Philippe Jacques, qui est un artiste avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises, parce que précédemment j'étais directeur de l'École supérieure d'art de Metz, et donc c'était une manière pour vous de nous rencontrer, surtout que Philippe Jacques a été, en tant qu'étudiant dans cette école, bien avant qu'on soit le directeur, jusqu'à son DNAP, et ensuite diplômé de l'École des arts décoratifs de Strasbourg, MSP, ce qui veut dire diplôme national d'expression supérieure plastique. Donc Philippe Jacques travaille maintenant depuis, on va dire, plus de 15 ans, sur de multiples supports, multiples médiums, que ce soit le dessin, la vidéo, l'installation, le volume, la scénographie. Et il s'intéresse en particulier aux questions de société. Il les présente sous la forme d'un carnet de bord, souvent avec pas mal de décalage, beaucoup d'humour, mais un réel engagement. Et voilà, je le convie donc ce soir à vous présenter son travail. Bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Donc voilà, je suis venu avec plein de choses. Et évidemment, comme je fais du cinéma, de la vidéo, des performances, je dessine, je sculpte, je fais plein de choses. Donc c'est pas très évident de vous montrer tout à la fois. Je vais commencer par un petit film sympathique, un peu ludique, voilà, qui est la présentation d'un artiste, un documentaire qui a été tourné sur cette personne-là il y a 15 jours. Il n'y a pas de lumière, c'est possible de laisser cette lumière, hein. C'est un film d'amorce. Monsieur Fried fait partie de ces artistes contemporains pour qui le discours du modernisme et les avant-gardes du passé constituent des points de repère. Mais plutôt que de tailler des blocs dans les ruines de l'histoire de l'art, il entremêle ses empreintes qui vont du symbolisme fin de siècle à l'art déco des années 1930, pour créer un langage esthétique intemporel et dénué de références géographiques. Beaucoup de ces travaux sont proches d'une esthétique communément associée à une tradition artisanale, féminine et domestique. Une esthétique douce, recourant à des matériaux comme la pomme de terre et le papier glacé des magazines, et à des techniques comme l'épluchage et le pliage, qu'un modernisme à la virilité affirmée aurait jugé hérétique. L'évocation du passé n'a chez M. Fried rien de révérencieux. M. Fried nous propose une variété de formes extraordinaires. Certaines frites font référence à l'abstraction géométrique de Mondrian, d'autres représentent des figures hybrides, mi-humaines, mi-animales. Il en résulte un choc entre le rationalisme moderne et les formes ésotériques issues des mythologies orientales. Chez M. Fried, l'érotisme décoratif rôde intimement comme un désir qui se sentirait coupable. Les frites étalent leur sexualité tout à la fois sur un mode provocateur et sur le ton de la confidence. Mais leurs identités demeurent masquées derrière un masque huileux et doré par la cuisson. À la manière de Diogène, se masturbant en pleine agora, la frite se dresse devant la moule, une manière de se moquer des codes sociaux et d'interroger l'identité sexuelle. Donc voilà, c'est un petit film qui a été filmé à l'occasion d'une performance. En fait, c'est une performance filmée que j'ai réalisée dans une galerie. En fait, le but du jeu, c'était de faire une animation comme dans une espèce de kermesse. Je
je faisais des frites tout simplement, et des cornets, je les faisais avec des magazines d'art presse. J'en ai fait ce petit bout de film. Alors, c'est le type de film opportuniste que je peux faire à l'occasion de certaines performances urbaines. C'est-à-dire que je vais puiser dans mes banques d'images des séquences que je détourne finalement. Et j'invente, je scénarise en fait ça. Ces textes-là sont des textes qui ont été trouvés dans le magazine culturel dont on parle. En fait, c'est une critique sur un artiste contemporain. Et en fait, en collant ces critiques-là sur ce type d'image, on se rend compte que c'est un texte universel qui peut parler de tout et de rien finalement. Et c'est un peu sur cette absurdité-là que je travaille. Je travaille sur les interprétations que l'on peut faire finalement d'un texte qui peut être finalement traité de plusieurs façons et être sujet à de nombreux films. Là, j'ai un petit film aussi. Alors bon, je vous mets là les petits bouts de film un peu comme ça que je fais de cette façon-là. Les chefs de M. Seguin. Tu sembles, à travers certains de tes derniers travaux, avoir amoindri la marge de manœuvre de l'acteur-spectateur. Doit-on y voir un renoncement à la logique participative qui caractérisait ta production antérieure? Ton œuvre a pris ces dernières années une tournure de plus en plus sociocritique. Est-ce une direction que tu veux accentuer? Comment concilier l'exigence démocratique qui semble caractériser tes travaux et une forme d'élitisme qui s'écarte justement de cette exigence? Voilà. Donc ça, c'est un film qui a été tourné très vite. J'étais invité chez une copine qui est bergère. Et cette opportunité, je me suis dit, tiens, je vais faire une interview. Et donc, je suis allé puiser les questions dans le magazine Art Presse. On va peut-être passer à un peu de musique pour faire un jingle, comme ça, pour faire une pause musicale. Et là, on a un hommage à la Monteyang. Parce qu'aussi, je joue dans des groupes de musique un peu absurdes. Là, en l'occurrence, je joue seul chez moi, un jour que je m'ennuie, et je décide de faire une espèce une œuvre sonore, enfin, une poésie sonore un petit peu. Ah oui, là, Monteyang, c'est un musicien qui faisait des bruitages, enfin, plein de choses comme ça. Un musicien américain. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut monter un peu le son ? Sexe.
Glory. Money. Life. Glory, sex, power, money, life. Money, glory, sex, power, life. Glory, power, sex, money, life. Glory, life, money, glory, sex, money, glory. Life, 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 life. Life, life, sex, power, glory, money, life. Life, 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 money, glory, sex, power, life. Donc en fait, j'ai conçu des mobiles qui me permettent de me déplacer donc, et de monter des micro-performances en me déplaçant donc dans des galeries, en détournant des objets, en me promenant avec des bouteilles de vin rouge que je donne à tout le monde. Enfin, je fais des vernissages improvisés dans des coins de rue. Et ça, c'est un travail qui est en rapport finalement un peu avec ce qu'on a vu avant, le côté opportuniste et immédiat de la rencontre avec des gens, avec un lieu. Et cette interaction-là est très importante dans ce travail-là. Et il y a le côté surréaliste du déplacement qui renvoie à des films muets à la de Buster Keaton ou de Charlie Chaplin. Et par exemple, je vais vous montrer une intervention dans une galerie d'art contemporain qui est très connue sur Paris, la galerie du Senot. Et je rentre dedans donc avec le porte-bouteille, qui est une trottinette que j'ai construit avec à la place du guidon avant une canne pour aveugles et un caddie pour mettre des bouteilles de vin rouge derrière. Alors évidemment, je ne suis jamais invité, je rentre dans ces lieux publics ou privés, et puis je vais investir ce territoire en imaginant un déplacement finalement. Alors là, il y a le vélo porte-bouteille et le vélo porte-croix. Alors le vélo porte-croix, le mobile porte-croix, pardon. Le mobile porte-croix, c'est la croix que l'on porte tous un peu, quoi, cette espèce d'icône là du Christ qui porte une croix.
Donc là, on voit que je me déplace, je mets les choses dans différents endroits, comme s'il s'agissait finalement de petites sculptures mobiles qui deviennent par le déplacement justement des œuvres au même titre que ce que je rencontre. Donc là j'ai des ondulations. C'est un travail, là on va voir que je vais péter une bouteille d'ailleurs. C'est un travail qui est un travail finalement sur le déplacement, et puis enfin, évidemment que c'est sur le déplacement, mais c'est une façon aussi de visiter une ville et de l'investir au même titre que ce que j'ai pu faire avant, le simple fait de passer comme ça. Alors évidemment c'est fulgurant, je passe juste, je traverse, mais cela peut être aussi une vraie posture. Et aussi c'est une forme d'hommage à ces films américains où on voit des jeunes qui s'éclatent contre des murs et qui font les cons. Et ça fait partie aussi de la culture urbaine, enfin j'en ai de mettre les taggers dedans, mais je crois que ce n'est pas très loin, ce n'est pas très loin finalement. Cette espèce de travail qui met en résonance le corps avec un environnement urbain. Alors évidemment c'est minimaliste comme ça, mais il y a un regard qui est quand même porté, que l'on ne voit pas forcément très bien là, mais il y a les gens qui voient cette machine avec les bouteilles rouges. Évidemment, on m'entend venir avec les bouteilles qui se mettent à cogner, tout ça. Je suis en bleu, comme un ouvrier, ça c'est important aussi. Il y a une revendication du statut de l'artiste travailleur dans ce travail-là, enfin dans ce genre de pièces. Et vous avez remarqué d'ailleurs que dans les autres films, j'avais aussi ce bleu qui est plus qu'un costume, c'est une revendication aussi du statut du travailleur, quoi. Et bien évidemment, quand je fais ça, je ne me suis pas payé, alors je peux être pris par les gens comme une espèce de fou qui déambule, enfin, bref, voilà. Et j'aime bien cette... Donc là, je vais passer assez vite pour que vous puissiez voir toutes les choses. Je fais une course à un moment donné avec quelques skateurs. Je prends dans le métro, patati. Quartier chic. Ouais, je vais dans les quartiers chics, j'aime bien. Cette espèce de tension. Ah bah là, enfin là, c'est pas. C'est un petit passage anecdotique, mais c'est marrant parce qu'à chaque fois il y a des choses qui peuvent se passer. Donc là, je vais dans les beaux quartiers, effectivement, je déambule. Alors, on va passer à un vernissage improvisé, justement, parce que je m'arrête aussi de temps en temps pour faire un pique-nique, monter un espèce de vernissage improvisé. Et en l'occurrence, dans ces projets-là, j'étais suivi par un ami qui avait, lui, le vélo porte-croix, le mobile porte-croix. Il s'agissait du Père Noël. On se trouvait, c'était le 20 décembre, donc évidemment il y a les gens qui associaient cette tenue à la fête, à toutes ces choses-là, sauf que ce Père Noël était un Père Noël un peu clodo, comme on peut en croiser aussi, vous savez, quand les gens, il y a des Père Noël comme ça que l'on paye pour donner des, je sais pas, des flyers, pour faire n'importe quoi, des
des animations. Et c'est souvent des gens à la recherche d'un emploi qui vivent de temps en temps dehors, qui n'ont pas de... Et donc, j'aimais bien le fait de faire porter cette croix, justement, cette croix rouge par le Père Noël. Donc, on a la journée du Père Noël. Donc, en fait, on s'imagine quelqu'un qui sort de chez lui, qui est en costume de Père Noël, et qui porte sa croix. Et donc, vous avez vu qu'il y a un petit carnet sur cette croix. Et en fait, c'est un petit carnet qui servait aux gens de mettre un vœu. Vous savez, voilà, je voudrais avoir une voiture rouge, je sais quoi. C'est à Hambourg, ça. Il faut savoir que c'est un film opportuniste aussi, enfin disons que c'est le résumé de performances qui se sont faites pendant un mois. C'est-à-dire qu'on a déambulé comme ça avec lui pendant un mois. Et là, c'est un SDF qui se protège de la pluie dans une espèce dans une serre. Il attend le feu rouge. Ce qui me plaisait beaucoup là, c'est qu'il avait une barbe noire aussi, derrière cette espèce de postiche blanche. Et pour le coup, ça faisait peur aux gens aussi, parce qu'il y avait le côté taliban comme ça. Le Père Noël, le taliban, j'aimais bien. Enfin, bon, Je ne pense qu'à te sauter, c'est un petit film. J'ai enlevé le porte-bouteille, j'en ai fait une corde à sauter. Le film s'appelle Je ne pense qu'à te sauter. Alors ça, c'est un film que je présente souvent en installation, c'est-à-dire qu'il y a la bande-son qui résonne dans un lieu où les sculptures sont posées au sol. Parce qu'en fait, les différents mobiles qu'on a pu voir avant sont des sculptures aussi. C'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup à, comment dire, à donner un sens à ces sculptures et que les sculptures soient des mobiles aussi, ou que les mobiles soient des sculptures aussi. C'est-à-dire que les sculptures les sculptures, pour moi, dans ce cadre-là, sont finalement la synthèse de l'ensemble des performances que j'ai pu faire avec. C'est-à-dire que voilà, elles correspondent à cette espèce de témoignage aussi.
je passe ça très vite. Et simplement un pique-nique qui se fait, voilà, paf. On sort les bouteilles, on fait un petit truc. Donc on est filmé par les gens, tout ça. Et en fait, donc, ces sculptures sont présentées donc, avec les vidéos au mur. On va voir celui-là. Il y a le Palais de Tokyo aussi. On est rentré dans le Palais de Tokyo. On y est resté 14 secondes et on s'était livré. Donc, ce qui est dommage, c'est que la personne qui est dehors, j'ai pas pu la filmer. Parce qu'il y a deux à la barre qui m'ont pris, enfin bref, c'était pas terrible. Donc je passe ce film-là très vite. On va dans le menu. Et donc, comme on n'a pas pu entrer dans le Palais de Tokyo, qui est pourtant un lieu ouvert à la performance et à ce genre de choses, on a fait un vernissage devant l'entrée, qui a ramené bien plus de gens d'ailleurs que les gens qui allaient voir cette exposition. Donc voilà, ça c'est l'entrée devant la porte du Palais de Tokyo, avec Petit Papa Noël, voilà. Et puis il y a des gens qui écrivaient justement différents règles de l'emploi. Et en fait, les différents vœux ou les textes qui ont pu être faits sur ces mobiles ont été présentés par la suite au FRAC des Pays de la Loire qui possèdent ces pièces. Et à chaque fois que je continue à faire des performances, je leur envoie toute la mémoire finalement de ces rencontres, de ces choses-là. Et ça, c'est un élément extrêmement important puisque vous avez bien compris que c'est une œuvre qui s'inscrit dans le temps, donc on appelle ça work in progress. Et finalement, l'œuvre, elle n'est jamais finie. Elle se nourrit des rencontres, des petits bouts de film, des petits carnets qui vont se mettre dessus, enfin plein de choses comme ça. Je vous passe le reste, je crois qu'on a fait un peu de tour à ce niveau-là. Et puis là, on va arriver à autre chose. Donc en fait, c'est ce que je fais. Voilà. Et ça, on va le masquer. C'est ça? Ah oui. Bon, on se retrouve sur mon site internet. Alors, sur le site internet, en fait, j'avais envie de vous montrer un travail qui me tient à cœur. Celui-ci. Une œuvre interactive. Donc, en fait, vous avez la possibilité d'aller de vous déplacer sur cette image, de la défiler et de choisir les différents personnages. Alors, il s'agit de mes démarches. Vous savez qu'il y a une grande question que l'on demande souvent, c'est quelle est ta démarche? Quelle est ta posture? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta démarche? Et en fait, cette démarche-là, elle est multiple. On peut avoir envie de faire plein de choses, quoi. Et ce que j'ai voulu faire là, c'est montrer cette démarche un peu de cette façon-là. Donc en fait, il faut cliquer à différents endroits. Je me moque un peu dans ce travail-là des gens qui revendiquent une seule et même démarche, finalement. Jusqu'au bout du compte, je pense que c'est une question de désir derrière cette démarche et que le désir passe par la prise de risque de ne pas avoir une seule démarche. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Vous pouvez me demander après. Hein, donc,
clore sur ces choses-là, je vais vous parler de sculpture. Je ne sais pas, moi, c'était quoi. Un autre aspect de mon travail, c'est la sculpture aussi, un peu plus... Enfin, disons que ça, c'est un des premiers travaux que j'ai réalisé, qui fait partie d'une collection publique, le FRAC Alsace. Et j'ai imaginé des postures finalement, des postures, c'est déjà des éléments en céramique qui sont assez grands, qui sont comme ça, qui représentent pour moi à la fois une jambe tendue, un bras tendu, et à la place de la main, disons qu'il y a un espèce de moignon qui est un autre muscle, comme le triceps ou le biceps. Et finalement, j'imagine des associations, des positions entre ces différents éléments qui renvoient à des bras d'honneur, à des tourelles, à des pactes aussi, puisqu'il s'agit ici d'un pacte. Dans mon idée, c'était la main, l'autre en face, c'est la main. Et c'est des scénarios, disons, possibles que j'installe dans... Donc en fait, voilà, là, on a des bras d'honneur. Donc en fait, la pièce tient debout parce qu'un autre élément se pose dessus. Donc finalement, pour que ça tienne debout, il faut avoir une béquille qui renvoie évidemment à ce qu'on sait tous. Là, c'est des mitraillettes. Et donc, je faisais des dessins de ces positions-là, comme s'il s'agissait d'un storyboard. Pour faire un film, vous savez qu'on fait un storyboard, on fait des dessins. Et ces dessins, finalement, permettent de régler la mise en scène, c'est-à-dire qu'on repère les différents lieux, on fait des assemblages de séquences. Enfin, disons que ça permet de synthétiser un peu le film au même titre que le synopsis. Et donc on a là des différents éléments avec les différents dessins qui sont assez grands. On a des espèces de positionnements absurdes. Voilà. Donc si je vous présente ça, c'est que finalement je trouve qu'il y a un lien tendu avec ce que je vous ai présenté avant. Parce qu'il s'agit là aussi finalement de positionnement, de prise de risque aussi finalement, parce que ces pièces-là sont finalement assez fragiles, elles s'emboîtent. Enfin bref, voilà. Puis il y a cette notion de lutte et de boxe aussi, comme un punching ball, alors un punching ball mental, c'est-à-dire que on peut imaginer des membres tendus qui s'enlacent et qui luttent. Voilà, donc je voulais vous parler de ça pour faire un rapport avec les manifestants peut-être aussi. Ça c'est des petites pièces en bois, des personnages qui ne sont pas bien de faire, je ne sais pas, ils sont comme ça. Et j'ai imaginé de leur faire des têtes, donc des têtes des têtes finalement qui... Ah oui, ça c'est dommage. Donc cette pièce-là s'appelle Les Militants. Les militants, vous savez, ils sont avec leur slogan, leur drapeau. Et finalement, en sculptant ces différentes petites formes, j'ai imaginé que ces formes, elles renvoyaient aussi à des drapeaux, à une forme de comment dire, militantisme. Voilà, c'est ça. Merci. Les sculptures précaires, donc ça, c'est des associations que je fais avec mes petits objets que je mets en équilibre. Donc ça, c'est des petites choses comme ça. On va revenir derrière. Le cinéma muet, c'est difficile de le voir, mais c'est une pièce qui a été taillée dans un chêne qui a été vidé comme un tambour océanien.
et laqué comme un piano. Et en fait, c'est un autoportrait. C'est un autoportrait dans le sens où, enfin disons, un autoportrait muet. C'est-à-dire que c'est à hauteur d'homme, et cette pièce-là est coupée au niveau de la parole. La notion de parole aussi est une notion importante dans ce que je fais. J'ai un petit frère sourd, et je me suis tout le temps penché sur cette notion de langage et je crois que le travail aussi que j'ai pu faire sur les militants qui revendiquent et qui parlent, ou les démarches, c'est un peu la critique de la parole, et d'ailleurs au même titre que les films où je parle, où je pose des questions à des vaches ou à des chèvres. Finalement, je remets en question cette parole, la légitimité de cette parole, en fait, est pour moi un problème ou une question au moins. D'ailleurs, je ne suis pas doué pour parler, je suis venu vous montrer ce que je fais, mais c'est pas facile. Bon, donc en fait, vous avez vu cette pièce. Hein. Donc, c'est un tambour qui est vidé comme un tambour, donc il y a cette idée de résonance, et s'il y a une laque de piano qui est posée dessus, c'est pour faire vivre cette parole comme un caisson de résonance, comme un violon. Et c'est pour ça que c'est une pièce qu'on a vraiment envie de caresser, de toucher. Et c'est vrai que le rapport à la parole que j'ai pu avoir avec un petit frère était celle du geste et du contact physique. Donc en fait, c'est un élément important aussi pour moi tout ça. Là, c'est l'arme de destruction massive découverte par la CIA à Bagdad. Donc c'est une pièce en polystyrène, des punaises qui sont plantées dedans, et un bateau que j'ai coupé, donc j'ai fait une espèce de flotteur avec le ventilateur. Et cette pièce, elle s'appelle le BH-40. J'aimais bien aussi le fait de faire une carapace d'une bombe improbable avec des punaises. C'est-à-dire qu'une punaise, ce n'est rien, mais quand on en met une après l'autre, on a finalement une forme de côte de maille. Et cette surface-là, finalement, elle est très très dure, et c'est peut-être une façon aussi de dire que chaque punaise aussi, c'est une volonté de mettre le doigt sur ses problèmes, et puis revendiquer finalement aussi. C'est une pièce qui bouge, qui se déplace. Ça, c'est le mobile qui permet à cette pièce-là de se mettre dedans. C'est très important, ce mobile, puisqu'il nous permet aussi de développer d'autres démarches, c'est-à-dire de me promener avec cette bombe. J'ai imaginé tout un tas de performances que j'avais envie de faire avec ça, c'est-à-dire de porter cette bombe sur le dos, de me balader avec, de voir ce que ça pouvait donner, de la suspendre à un arbre dehors, d'intervenir dans l'espace public avec ça, au moins. Et là, il y a des gonfleurs. Enfin bon, vous allez voir cette pièce-là. Donc là, il y a des plans comme si c'était des plans finalement que l'on avait trouvés d'une bombe vachement sérieuse, quoi. On va retrouver une autre. Donc oui, un aspect important aussi, c'est que j'avais vraiment voulu que cette bombe, elle ressemble à un jouet. C'est-à-dire que c'est des formes rondes, sauf qu'elle est très très grosse. Donc c'est un gros jouet d'enfant. La notion de... Bon bah ça c'est une bombe aussi. Je suis parti d'un cheval, une peluche, et j'ai mis des punaises dessus pour créer cette carapace. Et j'ai utilisé les poignets, vous savez, quand on se met dessus, voilà. Je les ai utilisés pour faire des ailes avec des fourchettes piquantes. Donc il y a ce rapport de jouet d'enfant que je détourne pour en faire une improbable arme de guerre, quoi. Et vous avez bien compris qu'il y a un lien avec Bagdad et tout ça.
Alors, c'est une pièce qui est mobile encore, ça c'est extrêmement important. J'aime bien cette idée que les sculptures peuvent vivre, qu'on peut les tirer, qu'on peut faire des choses avec éventuellement, les activer finalement. L'activation d'une sculpture est une donnée importante pour moi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas figée dans ce qu'elle présente. Et on imagine très vite les différentes façons de manipuler, de les toucher, Ça, c'est une notion qui est fondamentale, voilà. On a les différentes images, les élèves qui ont été faites. Ce sont des pièces qui ont été faites en 3 mois de travail au moins. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer le nombre de punaises plantées, c'est assez phénoménal. Donc en fait, la dernière exposition que je fais, c'est celle-ci. On peut voir en action la pièce. Alors à la fois c'est une pièce pleine de poésie puisqu'elle bouge un peu avec ce bruit de ronronnement comme ça. En fait c'est une bombe assez sympathique, mais il y a le son qui est volontairement violent, enfin qui est pas violent mais qui est quand même assez... on a les flotteurs, on a là. Donc en fait les détails, il y a des sabres arabes qui sont plantés dans les anneaux pour ramer, vous savez. Ça c'est la boîte, customisée puisqu'elle a une sirène de police dessus. Il y a quelques écritures arabes sur cette boîte. Ces écritures, elles veulent dire concombre ici et corbeau. En fait, on peut imaginer évidemment, lorsqu'on tombe sur une pièce comme ça, et souvent les gens qui sont venus voir cette pièce étaient intrigués évidemment, et ils me demandaient mais qu'est-ce qu'il y a marqué là, est-ce que c'est djihad, est-ce que c'est Al-Qaïda ou je ne sais quoi. Et en fait, j'aime bien jouer sur la paranoïa que les gens peuvent avoir, évidemment, dès qu'on écrit un truc en arabe, et évidemment sur une boîte qui ressemble à un gros jouet d'enfant, mais à la fois le jeu un peu... C'est un jeu tendu, effectivement, mais c'est un jeu qui me plaît, puis je crois que c'est le moment de faire ce genre de pièce, finalement. À mon sens, elle peut nous permettre éventuellement de débloquer des situations et d'appréhender par l'humour ce genre de choses me semble très important sans tomber dans la provoque évidemment, puisque là il n'est pas question de couper la tête à Allah ou je ne sais qui, à Mahomet, mais simplement, voilà, enfin, ce qui est très important aussi, c'est que lorsque j'étais gamin, je jouais tout le temps, je faisais des mécanos, je faisais des petits objets, des armes de guerre comme tout le monde, et finalement, je me retrouve avec cette envie-là. Alors évidemment, les enfants, lorsqu'ils jouent avec des armes, ils s'inventent plein d'histoires, et se réapproprier ses propres histoires aussi avec... enfin, voilà, c'est des choses qui me parlent. Oui, alors, une petite anecdote, je suis né en Algérie. C'est aussi important puisque, comment dire, ce travail-là pose la question de l'identité, de l'art parano, de toutes ces choses-là. Et par exemple, enfin bon, c'est une anecdote, mais je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de ce cours, enfin de cette conférence, mais lorsqu'il y a eu des attentats à Paris en 98, je crois que
96. Voilà, je sortais avec une fille blonde, on était en ville, on se baladait, puis il y avait des contrôles de faciès, vous savez, des espèces de choses où on voit quelqu'un, on dit stop, et en fait, elle, on ne lui a rien demandé, et moi, on m'a demandé mes papiers, tout ça. Évidemment, comme je suis né en Algérie, on a voulu me faire peur, enfin on m'a dit, ah bon, faites-toi là, petit patata. Et quelques jours après, j'en ai tellement souffert, bizarrement, ça peut sembler vraiment bizarre, mais on peut très vite se sentir, comment dire, je sais pas, enfin bon. Et donc, je me suis mis à faire un travail un peu sur cette chose-là aussi. Et je crois que le travail sur la prise de position aussi, notre identité, la revendication, je pense que ça vient aussi toute cette histoire-là. La langue, le langage, ça vient de ça aussi. Et puis bon, si je fais des choses avec mes mains ou je me déplace avec le truc, c'est que moi, c'est pas par la parole que je règle tout ça, c'est justement par des pièces comme ça. Enfin, voilà, je me suis fait un tatouage sur la main aussi qui veut dire peau en arabe. Et ça, je me suis fait très tôt, hein, j'avais 18 ans. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas envie de revendiquer justement des choses précises. Vous savez que le tatouage, c'est aussi une façon de dire, voilà, moi, j'aime ma copine, je suis de tel mouvement de la droite ou à gauche, au centre, je ne sais quoi. On parle de ces prises de position sur la guerre, sur n'importe quoi. On peut faire des anges aussi, mais c'est finalement aussi une façon de prendre des positions. Enfin, bon, mais moi, je ne voulais ni faire un ange, ni rien faire du tout, ni un truc tribal qui n'ait pas de sens pour moi. Je me suis fait un tatouage en arabe qui veut dire peau, j'allais dire. Et ça veut simplement dire que la peau, c'est de la peau. Donc c'est le contraire de revendiquer un truc, quoi, finalement. C'est une espèce de mise en abîme du signe par ce qu'il y a de plus insignifiant. C'est de la tautologie, finalement. Ce qu'on peut mettre en peau, c'est peau. C'est une façon aussi de... Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça c'est une arme de destruction massive aussi, c'est un petit dessin. Ça c'est des armes de destruction massive, je dessine aussi, je fais des petits trucs en couleur. Donc c'est des animaux avec des espèces de choses comme ça. D'ailleurs on peut voir les dessins un peu mieux à ce niveau-là. Armes de destruction massive, donc voilà. Vous avez compris? Là, on a la Chine, parce que finalement, il y a des pays qui l'ont. Le problème iranien est un bon problème. Je ne dis pas que ce n'en est pas un. Mais en ce qui me concerne, le fait que les Américains aient une bombe, ça ne me rassure pas beaucoup non plus. À long terme. Mais bon, ça c'est une vraie question. Ça c'est des bombes russes que les Russes possèdent, ça me rassure moins là. Et donc c'est les Russes, enfin bref, des espèces de trucs, les Italiens, les Allemands, qui n'ont pas la bombe, mais qui en ont d'autres, qui l'auront un jour. Donc ça c'est des petits dessins aussi. Quand je m'emmerde, je dessine. Les bourgeons de printemps avant les élections présidentielles, c'est le titre de cette pièce. Donc j'ai fait ça, vous avez vu, juste avant que Sarkozy soit élu. Encore que
que je ne prends pas de position par rapport à lui, puisque ça, là c'était vraiment tout le monde. Hein, il y a pas de, je ne fais pas de politique, mais c'est simplement effectivement une idée qui m'est venue comme ça, quoi. D'ailleurs, il n'y a pas de prise de position, enfin, au niveau où je dis que c'est ça, je ne veux pas que ça soit ça le travail que je fais. Justement, mais je pose la question, ce qui était pénible, c'était les débats qui n'en finissaient pas et qui ne donnaient rien, et finalement les gens qui revendiquaient encore une fois des choses qui se revendiquaient entre eux, quoi, finalement. Ah, mais je t'ai dit avant ce que tu penses, et puis finalement, on se rend compte que la politique, à un moment donné, c'est qui va avoir la dernière idée, finalement, ou qui a la primeur. Et en fait, la primeur, personne ne l'a, puisqu'on est tous en train de finalement dire un peu tous la même chose, à quelques nuances près. Il y en a, je ne veux pas dire que tout est égal, que c'est neutre, mais voilà. Donc ça, c'est d'autres dessins, c'est des dessins de mes mobiles. Donc en fait, j'ai fait des mots avec les vélos. Ça, c'est des dessins aussi, c'est des petits carnets en fait. Je vais vous passer un film, là, parce que si je ne vous passe pas, je regrette de ne pas l'avoir présenté. Alors ça n'a rien à voir, vous allez me dire, mais ça a beaucoup de rapport. Oui, alors j'ai fait sur le site une poubelle, ce qui est rare, mais en fait, quand on travaille, quand on fait plein de choses, je produis énormément. Et de temps en temps, quand il y a un truc qui ne me plaît plus, je ne le jette pas, puisque je l'ai fait, mais je le mets dans ma poubelle. C'est-à-dire que les gens peuvent aller dans la poubelle et voir ce qui me plaît moins. Donc en fait, c'est sur le site, et on a la mythologie classique. Alors, le travail qui ne marche pas. Donc je fais des dessins animés aussi. J'en ai d'autres aussi, j'en ai plein, mais je n'aurai pas le temps. Je crois que le temps passe, c'est qu'on n'a pas le temps. Mais mythologie classique, donc ça, c'est des interventions que j'ai fait sur des peintures classiques, quoi. Alors, mais c'est important finalement, je ne le renie pas du tout. C'est très important. Enfin, Ah, si, voilà. Alors ça, c'est une très bonne idée de vous passer ça, parce qu'en fait, j'ai fait tout un travail mise en scène en partant de tableaux classiques. Et ça, c'est une grande partie de mon travail qui consiste à faire des tournements de tableaux célèbres. Alors vous allez en voir plusieurs. J'ai fait ça dans le cadre de workshops à l'École des Arts Décoratifs de Strasbourg, en collaboration avec le Théâtre National de Strasbourg, ce qui est très important aussi, puisque, excusez-moi, je vais éteindre ça. Donc en fait, on va passer maintenant, ça c'est les Père Noël, et non, on va juste les barbus. Ah oui, voilà. Alors, vous savez que les barbus, il y a eu justement ce truc sur les barbus. Donc j'ai fait des gravures. C'est intéressant de vous montrer ça parce que c'est de la gravure, ça montre que je fais des gravures aussi. Et sinon, voilà, c'est une série de barbus. Et chaque barbe, vous savez, a une grande importance, puisque quand on porte une barbe, aujourd'hui, si elle est blanche, on est Père Noël, si elle est noire, on est un taliban, on est un clodo, ou on est un prêtre russe. Et donc en fait, le système pileux peut être aussi une façon de revendiquer. Bon là, il y a la carte de France. C'est le patriote, ça c'est le skinhead, non c'est le rider. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Et ça me permet de vous... Enfin, je reviens à Propaganda. Donc ça, c'est un projet qui est tourné en
en 16 mm. Donc c'est du cinéma. C'est des séries de plans séquences. Et là, on va arriver à ça. Comment je fais déjà pour voir ça? Ah oui, pardon. Je suis perdu. Je m'en perds. Là, en fait, je me suis amusé à demander aux étudiants de faire une sélection, les étudiants de l'atelier de scénographie, je leur ai demandé de faire une sélection des différents tableaux qui les marquaient et de les mettre en scène. Et en fait, ce travail-là, je l'ai fait à l'occasion d'une exposition personnelle. J'étais invité donc, dans une galerie à faire une exposition. Et moi, ce que je voulais faire, c'était faire une exposition de la mise en scène de ces tableaux-là, comme des performances. Finalement, ce qui m'intéressait, c'était le rapport à la machinerie que ça demande. En fait, je voulais que les gens qui rentrent dans la galerie puissent voir des films en train de se mettre en scène, mais ne voient pas le film en tant que tel, la finalité avec une projection au mur. J'avais vraiment besoin de mettre en exergue les différents corps de métier qui s'exercent dans le cinéma et de montrer ce projet-là finalement comme une petite industrie, comme une entreprise. Et je me trouvais donc face à un spectacle en train de se monter. J'en ai fait un film qui s'appelle Propaganda. Parce qu'en fait, donc ça c'est un second volet, c'est-à-dire que les trois quarts des peintures que l'on peut voir aujourd'hui qui font partie, qui sont dans les musées, dans ces choses-là, dans les trois quarts des cas sont des œuvres de commande. Des œuvres de commande qui sont de la propagande. Même quand on voit les glaneuses de Millet, c'est des glaneuses quand même, ce ne sont pas des... c'est le travail, c'est les valeurs, c'est ces choses-là. Moi en fait, c'est un peu j'ai essayé de faire parler ces tableaux en imaginant... enfin bref. Pardon ? Donc là, on a un petit film qui peut partir. Il parle en fait, c'est ça. Et finalement, chaque tableau est finalement une prise de position, une attitude qui renvoie finalement aux différents éléments qui sont montrés sous forme de céramique avec les bras. Pour moi, c'est pas très différent. On va voir l'action qui est vraiment très bien. Emblème, défendre, fédérer. Emblème, défendre, organiser, fédérer, produire, dissoudre, participer, assujettir, organiser, dominer, contrôler, planifier, assiéger, assujettir, dominer, vociférer, planifier, assiéger, communier, fédérer, bannière, conspuer, insurrection, vociférer, prétendre, juger, communier, affranchir, sacrifier, soumettre, désordre, conspuer, respecter, bâillonner, asservir, récuser, délivrer, indépendant, banderole, instaurer, répéter, incarner, enrôler, insurger, proclamer, ériger, acclamer, attenter, participer, clamer, idolâtrer, persécution, exécuter, écarter. Idéal, discipline, agitation, indépendant, servitude, exécuter, s'élever, croyant, endoctriné, vénérer,
violation, soulèvement, opinion, désobéir, désobéir, implication, écarter, mensonge, désirer, lutter, rébellion, autorité, répliquer, obliger, utopie, désaccord, psychanalyse, clivage, refus, victoire, soulèvement, sacraliser, admirer, réaction, souffrir, s'engager, désir, illusion, implication, désirer, honorer, renversement, transcender, profaner, prétendre, révolte, sacrifier, désordre, exalter, se recueillir, fanatisme, se rassembler, accuser, réunir, juger, méditer, abattre, blesser, châtier, admirer, désirer, glorifier, combattre, célébrer, juger, affranchir, cracher, soumettre, diviniser, affliger, diviniser, dominer, juger,
As you wish. Vous avez vu, c'est une bonne démonstration pour ce que peut faire la pellicule et s'occuper de l'idée. Ouais. Ouais, ça c'est un film qui est passé souvent. Ouais, j'aime bien ce rapport entre la vidéo et le... Vous avez des questions? Moi, je voudrais demander, au point de vue de la production des œuvres qu'on a vues là, comment vous faites? Vous travaillez tout seul? Vous avez des, enfin, quels moyens vous avez pour produire tout ça? En fait, pour produire tout ça, c'est souvent des rencontres, par exemple pour les arts décoratifs. Bon, ben là, c'est parce que j'avais fait des films avant, que j'ai produit tout seul. J'ai beaucoup galéré, hein. J'ai été dehors pendant un an, j'ai eu plein de soucis. Mais simplement, bon, c'est le désir quoi, qui fait que l'on est invité un jour par une école qui donne les moyens pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et là, on fait un film finalement à un budget sympathique. Mais ce projet, il n'a pas coûté cher à la fois. On peut le croire comme ça, puisque lorsqu'on va, par exemple, sur ce truc-là, on peut voir les images. Donc ça, c'est des images qui sont tirées du film. Donc tout a été tourné dans une galerie. On a eu le TNS qui a aidé, qui a donné des costumes. L'opéra qui a donné des choses aussi, les étudiants qui ont joué leur propre tableau. Alors ça, c'est un élément important. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait famille ensemble. Ce qui a coûté cher, en fait, c'est la pellicule, quoi. Sinon, le reste, enfin cher, comme c'est un film muet, ça n'a pas coûté très très cher. C'est un film qui a coûté en matière de développement aussi, parce que c'est du 16. On va dire que c'est un film qui a dû coûter dans les 3 000 €. Si je compte les locations de lumière, on avait des kilowatts, on avait du monde, mais ça c'est le désir avant tout. Je pense que si on a du désir pour faire des choses, on peut vraiment surprendre les gens. Et là j'ai trouvé cette vieille Bolex, c'est une caméra que j'avais avant. C'est des amis tout ça, c'est des gens qui ont collaboré avec moi. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'on était une vraie famille, que l'on mangeait ensemble, que quand on finissait de tourner, on faisait un grand banquet. Il y a une fille qui avait envie de faire des costumes, qui avait une machine pour coudre un petit peu. Il y en avait un autre qui voulait faire des trucs, tout ça. Moi, je connaissais un peu le cinéma, donc j'ai su mettre en œuvre ça, c'est-à-dire j'ai pu mettre en scène ça, et c'est vrai que pour les étudiants, ça a été unique. Ça a été vraiment la première fois qu'ils se retrouvaient dans un contexte aussi vivant, où ils mettaient la patte à la main, ils se retrouvaient là dans un projet qui les révélait finalement. Et c'est vrai que ça a suscité des vocations. Il y a des gens qui ont fait du cinéma après, qui ont voulu faire des choses. C'est un grand moment pour ça. Donc voilà quoi. Et les décors, c'est des travaux d'élèves? Oui, scénographie. Donc en fait, j'ai un très bon copain qui est un prof en scénographie là-bas, qui a travaillé pour la télévision aussi, qui a fait plein de choses, et qui a travaillé sur cet aspect-là. Donc en fait, on a fait des associations. Vous avez vu que là, il y a Mara dans un tableau de Ingres. Donc on a David et Mara dans le même cadre. En fait, j'ai imaginé que c'était la baigneuse qui avait tué Mara. Enfin bon, c'est des espèces des associations d'idées comme ça. Voilà, tout ça. Là, c'est les glaneuses. Vous n'avez pas vu ce tableau, parce qu'il y en a eu d'autres tableaux. Hein. J'en ai fait énormément. Le radeau de la Méduse, qui a été tourné aussi là-bas.
J'ai fait cette œuvre-là en 2001. Ouais. Et là, ce que je voulais faire, c'était faire l'eau avec des bâches noires. Il y a dans le film, les Italiens, ils l'ont fait. Fellini, entre autres. Et donc, c'est un hommage à Fellini, ça. Et en fait, je travaille souvent je prends des idées comme ça, je me mets à imaginer des choses. Et c'est vrai que dans le film, on avait vraiment le sentiment d'eau. Enfin, c'était pas de l'eau, évidemment. On voyait que c'était pas de l'eau. On voyait que c'était faux. Je voulais pas faire vrai. Mais il y avait cette poésie-là. Là, c'est La sieste de Van Gogh. Il y avait un chef opérateur? Non, c'était moi tout ça. Ouais. Et donc, ça c'est une autre version, parce que j'en ai fait plein de versions. Vous en avez eu une de ce tableau. Et en fait, je suis rentré dedans aussi après le tableau. J'ai pris des détails, j'ai demandé à... Enfin bref, il y a des tas de choses qui sont faites. Là, on a la... Elle est belle cette photo parce qu'on voit la fille avec son dessin en face d'elle, quoi. Et c'est vrai que c'est troublant parce qu'on est vraiment devant un miroir, quoi. Et Marat. Il y avait Déjeuner sur l'herbe aussi, ça c'est une variation, une espèce de variation sur le thème du Déjeuner sur l'herbe de Manet. Donc en fait, j'ai fait des vraies mises en scène de gens que j'ai invités à faire un pique-nique avec moi. Et donc il y avait de temps en temps soit une femme nue, soit un homme nu, parce que j'ai changé le tableau aussi. À l'origine, c'était un tableau avec une femme nue, mais j'ai pris des hommes. Là, on se retrouve avec un homme en face. Bien évidemment, de temps en temps, il y a deux femmes seulement. De temps en temps, il y a des animaux. Enfin bref, voilà. J'ai fait un truc... Comment je pourrais vous montrer ça? J'ai fait des films de ça. Et ça, c'est une exposition, justement, où on voit le film en train de se visionner et les différentes photos. J'ai fait des photos aussi. D'ailleurs, si vous voulez qu'on voit un petit extrait de ce film. Ouais. Non, pardon, ça c'est les Vierges à l'enfant, parce que j'ai fait tout un travail sur les Vierges aussi, les Vierges à l'enfant. Et j'ai fait aussi un remake de film Coppola aussi, je me suis intéressé à ça. Apocalypse Now. Je vous montre ça peut-être, non, je passe à l'exposition, les qualités vont pas être bonnes, mais vous allez avoir une idée. Assassiné, vous avez vu. Tu vois, vous avez vu tout ça. Réveil de Félia. Je vais vous passer vite fait le remake de Apocalypse Now. En fait, c'est le remake du film
évidemment, mais j'ai pris un extrait qui est celui où le colonel Kurtz, qui est interprété par Brando, parle de la guerre, de la situation au Vietnam, et par-delà ces mots, il parle de la situation dans le monde, de la situation du monde, et bon, de son écœurement, puis à la fois il tient un discours ambigu puisqu'il dénonce la bonne conscience, le bon, le mal. C'est difficile de se situer dans une seule vérité. Le bon et le mal se mélangent parfois. Et ce qui m'intéressait dans ce film-là, donc j'ai vécu en Amérique, donc Los Angeles, et j'ai rencontré une comédienne américaine qui a joué donc le rôle de Kurtz, et justement je voulais que ce soit interprété par une jeune fille à contre-rôle de Kurtz, l'homme au crâne rasé qui a fait la guerre. Et justement, c'était une façon de mettre en abîme avec humour le texte finalement, qui est un texte universel, et qui permettait aussi de traiter l'image par le hors-champ finalement, puisque j'ai fait un pré-travail de montage, repérage aussi, enfin bref, c'est un vrai travail sur le médium vidéo. Et ça se présente sous la forme d'un triptyque. Et on va avoir un très très court extrait, quoi. C'est presque... Donc ça c'est dans Propaganda, et dans la série America. We are the Hollow Men. We are the Stumped Men. Are the Hollow Men. Together, a headpiece filled with straw. We are the Stumped Men. We are the Hollow Men. Leaning together, we are the Stumped Men. Headpiece filled with straw. Leaning together, alas, headpiece filled with straw. Like a rat's claws on the bare alas, alas, our voices when we whisper together. Our dry voices. Quiet. When we whisper together are quiet. And meaningless. Shade. And meaningless. Like a rat's claws. Like a rat's claws. Shape on the dry silent board. Shape without color. I have seen the horrors without form. Paralyzed force. Horrors that you've seen. Shade. Gesture without color. But you have no right to call me a murderer. Gesture paralyzed force. You have no right to kill me. To do that. I've seen the horrors. I have seen the horrors. Horrors that you've seen, but you have no right to call me a murderer. It is impossible for words to describe what is necessary. But you have no right to call me a murderer. To those who do not know the meaning of the word horror, you have the right to kill me. Voilà, donc en fait on a les projections qui sont plus longues évidemment. On a les photos de tournage aussi. Donc à chaque fois que je travaille, je fais des photos de tournage qui sont présentées sous la forme de photographie, évidemment, quand je présente les installations vidéo. Et là, il y a un storyboard qui est improbable puisqu'il s'est fait après. Donc voilà. J'aime bien, moi, jouer justement avec tous les différents éléments qui composent le cinéma. Le cinéma, c'est une industrie, c'est une rencontre avec des acteurs, c'est une mise en scène, c'est de la scénographie. C'est ce qu'un artiste fait finalement quand il met en scène ses sculptures, qu'il fait la lumière dessus. Et finalement, le cinéma, pour moi, est un peu la synthèse de toute cette pratique, quoi. Et je retrouve dans le cinéma donc le dessin par le storyboard, la mise en scène, les installations par la mise en scène. Je retrouve le langage évidemment par les textes et ces choses-là. Mais bon,
c'est pour moi vraiment une façon aussi de penser la production et la diffusion de son travail. Et ça, c'est un aspect important aussi, évidemment. Patrick Huguet, je ne vous montre pas, vous pourrez aller sur le site. J'essaie de vous montrer un peu les choses, c'est des choses que j'aime bien, mais... Vous n'avez pas des questions sinon sur... Oui, c'est des gens qui ont des questions. Des choses que vous avez vues Je peux vous mettre un peu de musique? Non? C'était un petit clin d'œil, hein. Mais voilà, je fais des performances comme ça aussi. C'est pas moi, c'est un copain, mais je fais des Bax Band. Donc le Bax Band, c'est un groupe rock industriel, on va dire, puisqu'on tape sur des... Enfin, moi, j'ai un appareil que j'appelle... C'est une sculpture aussi, c'est une sculpture sur laquelle je tape. Et j'ai monté ce groupe-là justement pour penser la sculpture d'une autre façon. Donc j'ai initié ce projet, j'ai demandé à des gens de participer. Il y a des gens qui font de la performance, il y en a d'autres qui sont des poètes sonores, d'autres qui slament, enfin bref. Et on va dans des festivals, on va dans différents endroits et on intervient comme ça. Donc moi j'ai ma sculpture sur laquelle je tape, il y a des micros dessus. Et c'est une sculpture que l'on peut retrouver après dans une exposition. C'est le truc sur lequel vous aviez mis les post-it là, en écrivant... C'est-à-dire que c'est une espèce de pièce avec c'est des pièces de vélo qui sont soudées entre elles. Non, c'est des pièces de vélo qui sont soudées avec le bout. On le voit bien ici. Là, il y a un pied de batterie avec une roue en l'air, il y a une coupe en haut, et je suis accompagné de temps en temps par un guitariste, par un bassiste, par un saxophoniste, enfin, n'importe. Et ma sculpture a la possibilité d'être démontée et de se déplacer aussi dehors. Donc là, pour la fête de la musique, j'ai fait une petite intervention avec un copain. C'est un petit bout de film qui a été pris très très vite pour la fête de la musique, et donc qui s'appelle Ne faites pas la musique. C'est ce qui était marqué sur nos t-shirts. Nos t-shirts, c'est une performance, encore une truc absurde. Et donc, c'est le casse-burnet en fait, qui s'appelle, lorsque je le démonte, c'est le casse-burnet. Donc il y a des lunettes de vélo, il y a une pompe pour détourner les pneus que j'ai associé à une espèce de combat comme celui de Top. J'avance un peu parce qu'il y a le morceau de Bignou que j'aime bien. Voilà, donc ça c'est une performance au FRAC des Pays de la Loire, Bascalerie. Voilà, on le voit bien quoi. Il y a des micros, des micro-contacts. Les mobiles, en fait, j'en ai construit un qui permet d'écrire des slogans sur un vélo très très haut. Lorsque je suis dessus, je suis à 3 mètres, à 2,50 m, 3 mètres, et je fais des manifestations avec.
Donc en fait, je suis un peu le porte-drapeau de gens que je croise, que je rencontre, qui écrivent des poèmes ou des slogans, ou collent des autocollants, enfin bref. Et donc je collectionne ces panneaux que je donne par la suite aux FRAC qui les possèdent tous. Et en fait, j'aime bien cette idée, donc c'est une espèce de deal que j'ai... Enfin, c'était pas ça le deal, mais disons que j'ai eu la chance qu'un FRAC ait envie d'acheter une œuvre évolutive, qui ne soit pas dans leur mur en plus, et qui me permette de continuer. Donc en fait, on peut voir ça comme un sponsor, sauf que c'est une pièce qui fait partie quand même du FRAC, de la collection, il y a les photos, tout ça. Et à chaque fois que je réactive cette pièce, je leur envoie soit des dessins, soit des choses qui se font sur cette pièce-là, quoi. Et donc j'aime bien cette idée que l'on trouve des dessins d'enfants, des slogans ou n'importe quoi dans les collections. Je trouve que c'est bien ça. Il y a une espèce de pied de nez aussi là-dedans. Et je suis extrêmement fier de ça, en fait, de cette espèce de travail qui compile l'ensemble des rencontres de ces choses-là. Et pour moi, ça a la résonance d'un Villeglé qui prend des affiches avec les couches. C'est même un peu plus fort pour moi, ce travail-là. Mais bon, là, je parle parce qu'il s'agit de rencontres quand même, il s'agit de gens qui sont là, on est dans l'action, on développe des choses avec ça. Et voilà, je vous montre juste des petits trucs, cette manifestation. À moins que je l'ai mis déjà dedans. Ah oui. Bon, ben, je sais pas, moi, là, il y a des performances, donc c'est à Bruxelles. Et en fait, c'est la télévision. Environ 1500 contre 3000 le 8 mars. À Paris, on compte 20 000 manifestants contre 40 000 à la même date, selon les syndicats. 6 000 selon la police contre 9 000 la semaine dernière. Pour éviter les casseurs, environ 1500 contre 3 000 le 8 mars. À Paris public et croit toujours au retrait. Et les manifestations d'aujourd'hui risquent bien de se transformer en barbe d'honneur des lycéens. Environ 1500 contre 3000 le... Donc en fait, je tire parti des télévisions pour me faire des vidéos, puisqu'ils me filment. Donc je me retrouve à être un acteur filmé par la télévision, et ça fait partie des archives aussi de la Pax Gallery. C'est assez important ça aussi. Enfin, donc là, il y a des photos, ça c'est à Bruxelles. On a cette idée vraiment de hauteur. Là, je suis dans une manif des étudiants à Montpellier. Et j'aime bien le côté un peu clownesque aussi, le côté cirque, et le côté prise de risque aussi dans... là, c'est les plaques, non, là, c'est l'élocution. Je me retrouve dans des tas de choses. Et tu le pratiques toujours, ça? Je pratique plus ça depuis un an. Enfin, disons cette pièce-là. Mais je pratique d'autres. Hein. J'ai fait les mobiles porte. Pax Gallery le 15 mars à Marseille. Il y a des manifestations étudiantes contre la mafia. J'ai des images. Il y a de nombreuses vidéos. On voit en scène des manifestations. Donc là, évidemment, je ne peux pas vous faire un inventaire de tout ce que je peux faire, mais cette vidéo, elle est pas mal parce qu'on voit lorsque j'arrive. Au moment où vous avez vu, il y a le panneau vierge blanc, et au fur et à mesure de la manifestation, il y a des gens qui vont écrire dessus. Voilà. Donc je laisse une révélation, un papier photosensible, et j'aime bien cette idée-là de